Morning News. Visite de Jonathan Goodluck à Bamako, objectif à faire le suivi de la transition. Meeting pour la paix et la sécurité au centre du pays, vous aurez les détails dans un instant. En Afghanistan, le porte-parole des talibans déclare qu'ils ne permettront aucune insurrection. Fidèles téléspectateurs, bienvenue au rendez-vous de l'information. Le régime du professeur Alpha Condé a été renversé ce dimanche à la suite d'un coup d'État à la tête de ce commando qui a attaqué le palais Sékou Touré le dimanche matin, le colonel Mamadi Doumbouya, qui est cet officier qui commande les forces spéciales guinéennes. Son portrait avec Aruna Seliakoni. Le nouveau visage de l'exécutif guinéen, c'est lui, le colonel Mamadi Doumbouya. Il vient de renverser le régime du professeur Alpha Condé qui dirige le pays depuis 11 ans. Ce colosse de 41 ans est originaire de la région de Kankan. Formé à l'école de guerre de Paris, il est titulaire d'un brevet français d'études supérieures militaires. Le colonel Mamadi Doumbouya a suivi des formations de spécialisation en protection opérationnelle à l'Académie de sécurité internationale en Israël, le cours de formation des commandants d'unité à l'école d'application de l'infanterie du Sénégal et celle d'officier d'état-major à Libreville. Légionnaire de l'armée française, il a effectué des missions opérationnelles en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, à Djibouti, en République centrafricaine. Il est rappelé en 2012 en Guinée pour commander le groupement des forces spéciales GPS. En 2018, les Guinéens le découvrent à la tête de l'unité d'élite de l'armée, spécialisée dans l'antiterrorisme lors du défilé des festivités du 100e anniversaire de l'indépendance du pays. En 2019, il est promu lieutenant-colonel et colonel en 2020. Au cours de l'année 2021, il tente de rendre le groupement des forces spéciales moins dépendant du ministère de la Défense nationale, ce qui suscite la méfiance du pouvoir. En mai dernier, des rumeurs font même état de son arrestation. Il a finalement renversé ce dimanche le président Alpha Condé. Dans un communiqué lu à la télévision nationale guinéenne, à la mi-journée du dimanche, le leader du Comité national du rassemblement et du développement, le CNRD, annonce avoir dissous le gouvernement et les autres institutions de la République. Nouveau homme fort de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya a participé avec le colonel Assimi Goïta au Flintlock 2019 de Ouagadougou, une vaste formation américaine contre le terrorisme. Une coïncidence. Suite à ce coup d'État survenu ce dimanche 5 septembre 2021 en Guinée, nous avons recueilli l'avis des ressortissants guinéens sur la question. Suivons. On ne souhaitait pas le coup d'État, mais comme c'est arrivé comme ça, c'est lui-même qui a cherché ça. Sinon, on ne souhaite pas. Mais comme c'est arrivé comme ça, donc nous sommes très contents, mais on souhaite que les militaires laissent le pouvoir très vite possible et que les Guinéens soient réconciliés, ce que nous voulons. Le coup d'État est une bonne initiative, mais on ne sait pas comment les choses vont finir. Nous souhaitons la réouverture des frontières, car nous sommes des commerçants. Alpha Condé a fait beaucoup de réalisations en Guinée, notamment les barrages, les routes et l'éducation. Il a beaucoup travaillé jusqu'il aurait dû s'abstenir d'un troisième mandat. On peut parler à la fois de coup d'État et non. La personne qui l'a arrêté a été formée par lui-même. Donc, il a juste été remplacé parce qu'il est fatigué. Voilà. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a reçu hier en audience l'envoyé spécial de la CEDEAO, Jonathan Goodluck.
Il était venu faire le suivi de la transition, notamment les préparatifs des élections, les futures réformes politiques et institutionnelles. Le Premier ministre a profité de l'occasion pour citer les grands axes de la transition à Jonathan. Par ailleurs, l'envoyé spécial de la CEDEAO a félicité les autorités de la transition pour la libération de l'ex-président Bandaou et son Premier ministre Mokhtar Ouane. Meeting des ressortissants du pays Dogon pour la sécurité et la paix dans le centre du pays. C'était ce samedi à Bamako, à la place de l'Indépendance. Reportage Adama Sanogo. Habillés en tenue traditionnelle pour exprimer leur appartenance à la communauté victime des attaques terroristes, les ressortissants du centre du Mali sont sortis en nombre pour dénoncer l'insécurité qui sévit dans la dite région. Avec des pancartes et des banderoles, ils dénoncent. Ce meeting a été organisé par le mouvement Bagnesso au pays Dogon. C'est pour montrer à l'opinion nationale et internationale que ce qui se passe actuellement sur la route RN15, Sévaré-Bandiagara, le dynamitage des ponts, la destruction des biens publics, le mouvement Bagnesso a organisé ce meeting. Contrairement à ce que pensent certains Maliens, Farabougou et Dokofiri sont encore sous la menace des terroristes. Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de terres dans ces zones restent incultivables, confirme notre interlocuteur. Bon, à Dokofiri, les choses ne s'améliorent pas parce que là où on est à la date d'aujourd'hui, il y a plus de 6000 hectares qui ne sont pas encore cultivés. Mieux que ça, dans notre commune, il y a le village de Farabougou. Farabougou est encore sous tutelle. Depuis le 3 juillet 2021, Songo est sous tutelle. Donc chez nous, on peut dire que vraiment ça ne va pas. Toutefois, le président de Dana Ambassagou rappelle que cette guerre n'est aucunement un conflit intercommunautaire. Donc ce n'est pas une guerre, comme les gens le pensent, intercommunautaire, non. J'ai dit toute personne qui va dire que cette guerre-là est une guerre intercommunautaire, les ressortissants du pays Dogon debout sur les remparts réclament la sécurité partout au Mali. Ils interpellent les autorités de la transition à poser les jalons pour un Mali uni et sécurisé. Sur tout autre plan, le 4 septembre 2016 à 4 septembre 2021, les amis, les proches, les collaborateurs et membres de famille d'Amadou Seydou Traoré, dit Amadou Djikoroni, se sont rencontrés. Objectif à commémorer les 5 ans de sa disparition. Plusieurs personnes présentes sur les lieux ont témoigné la bravoure et le courage de l'illustre disparu pour la défense des causes les plus nobles. Pour un rappel, Amadou Djikoroni fut un grand leader des années de lutte pour l'indépendance. Le rappeur malien Ibrahim Sissoko Ibawan a procédé le samedi 4 septembre dernier au lancement officiel de son groupe Team Gladja. Située à Bako Djikoroni Golf, la Team Gladja est une entreprise composée de plusieurs services, dont une maison de production ouverte aux artistes locaux et internationaux. Youssouf Kone et Bakoro Banyari. Ibawan, l'une des figures emblématiques du rap malien, est désormais un chef d'entreprise. En effet, après 15 ans de carrière et de nombreux trophées glanés au Mali et à l'international, le rappeur Ibrahim Sissoko, alias Ibawan, vient de lancer son entreprise du nom de Team Gladja. Un groupe composé de plusieurs services, dont une maison de production ouverte aux artistes maliens et internationaux. Le groupe Team Gladja 6 à Bako Djikoroni a été officiellement lancé le 4 septembre 2021. Avec ce nouveau projet, le rappeur entend apporter sa contribution au rayonnement du rap malien en particulier et de la culture malienne en général. Je suis déjà un rappeur, un artiste malien et pourquoi pas contribuer pour la musique malienne. Donc j'essaie de donner mon expérience aussi aux jeunes en même temps et faire évoluer le rap malien à l'échelle internationale. Le défi aujourd'hui pour Ibawan à travers cette initiative est d'apporter sa contribution à la préparation de la relève du rap malien. Son label prend en compte toutes les catégories d'art et les artistes de tous les horizons. Oui, j'aimerais former des jeunes et puis les aider à internationaliser le rap malien parce qu'on doit aider, on est là pour aider la relève du rap malien. Donc on a commencé ça aujourd'hui. Donc le label sera sur place pour tout le monde, pour tous les Maliens, la sous-région et les artistes de l'international. Cette initiative des rappeurs est saluée par les jeunes artistes, notamment les rappeurs, qui voient en elle
un grand espoir dans un milieu du rap en pleine évolution. C'est dans le souci d'aider les jeunes rappeurs que Iba One a lancé cette structure. Et en plus, elle est là pour tous les artistes, pas seulement les rappeurs. Cette initiative est vraiment à saluer et à encourager. En plus de la maison de production, le groupe Team Gladia intervient dans plusieurs d'autres domaines, notamment la communication, la réalisation, shooting photo, imprimerie, commerce général et l'événementiel. Les lampions de la 21e édition du festival Clap Ivoire se sont allumés ce lundi 6 septembre à Abidjan en Côte d'Ivoire. Un concours de films court-métrage qui enregistre la participation du Mali avec 2 films, à savoir Ma passion de Djelika Traoré et Mami de Toumani Sankare. Youssouf Kone. Après la phase nationale ayant abouti à la sélection de 2 films dans chaque pays participant, la phase internationale de la 21e édition du festival Clap Ivoire a démarré ce lundi 6 septembre 2021 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Prévu du 6 au 12 septembre 2021, cette 21e édition du festival regroupe les 8 pays de la zone UEMOA, dont le Mali, représenté par 2 jeunes réalisateurs, à savoir Djelika Traoré avec son film Ma Passion et Toumani Sangaré avec Mami. Organisé chaque année par l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, le festival Clap Ivoire est considéré aujourd'hui comme un événement incontournable de promotion pour les jeunes cinéastes ouest-africains. En plus de la compétition entre les 16 films issus des 8 pays, cette 21e édition de Clap Ivoire sera étoffée par plusieurs autres activités telles que des ateliers de formation en réalisation et la rencontre entre le public et les jeunes réalisateurs dans un espace d'échange et de partage d'expériences. Le film documentaire Ma Passion de Djelika Traoré interroge les obstacles dont le parcours des femmes artistes est sémé dans les sociétés africaines conservatrices, notamment au Mali, à travers le parcours d'une jeune comédienne et musicienne malienne, Fatima Maïga. Quant à la fiction Mami de Toumani Sangaré, il raconte l'histoire d'une jeune fille de 9 ans qui possède d'étranges pouvoirs. Elle discute avec l'esprit de Modibo Keïta le jour de l'investiture du prochain président de la République malienne, qui n'est autre que sa mère, la première présidente du Mali. Après le sacre de Awa Ali Ndiaye, lauréate du Grand Prix Kodjo et Bouclé de Clap Ivoire en 2019 avec son film Kouma, les regards sont désormais tournés vers Djelika Traoré et Toumani Sangaré pour un nouveau triomphe du 7e art malien à l'échelle internationale. L'image du jour nous conduit à la découverte des chutes de Gouina. Les chutes de Gouina sont situées sur le fleuve Sénégal au Mali, à 80 km au sud-est de Kaï en direction de Bafoulabé. Le fleuve d'une large de 430 mètres à cet endroit tombe d'une hauteur d'environ 15 mètres. Le débit varie considérablement et peut passer de 3 mètres cubes par seconde en mai à 5000 mètres cubes par seconde en octobre. Le fleuve Sénégal à cet endroit mesure aux alentours de 300 mètres de large et chute d'environ 25 mètres. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, constituée du gouvernement du Mali, du Sénégal, de Mauritanie et de Guinée, a prévu la construction d'un barrage hydroélectrique à l'emplacement des chutes de Gouina. La construction a débuté en décembre 2013 et est toujours en cours. La page internationale à présent avec Sirandouba. Dans le fief de l'opposition de Bambeto à Conakry, les résidents et militants de l'opposition guinéenne sortent massivement dans la rue pour manifester leur joie suite à l'annonce de l'arrestation du président Alpha Condé par des putschistes. Bon, on est là, on se manifeste de la joie parce que on était là, on a beaucoup souffert avec le temps. Bon, Dieu nous a montré quelqu'un qui est plus puissant que lui. Avant tout, c'est la patience. On s'est patienté. Je suis très contente. Nous sommes sortis pour la joie. Donc, nous sommes très contentes. Par rapport à ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu.
Dans une déclaration prononcée à l'occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair affirme que l'islamisme est toujours une menace sécuritaire de premier ordre et que l'Europe et l'OTAN devront développer la capacité d'agir maintenant que les États-Unis ne souhaitent plus le faire. Presque tout ce qui concerne le 11 septembre et ses conséquences, en particulier aujourd'hui, est embourbé dans la controverse. Ce qui ne peut cependant pas être sérieusement contesté, c'est que dans le 11 septembre, même si heureusement il n'y a pas eu d'autres attaques terroristes de cette ampleur, l'islam radical n'a pas diminué en force. À mon avis, l'islamisme, tant l'idéologie que la violence, est une menace de premier ordre pour la sécurité et s'il n'est pas contrôlé, il viendra à nous, même si son centre est loin de nous, comme l'a démontré le 11 septembre. C'est l'Europe qui est confrontée au défi immédiat de la déstabilisation du Sahel. L'Europe fait déjà face aux retombées de la Libye, de la Syrie et d'autres pays du Moyen-Orient. Et sur ces questions, la Grande-Bretagne fait partie de l'Europe, qu'on le veuille ou non. Alors comment l'Europe et l'OTAN développent-elles la capacité d'agir lorsque l'Amérique ne veut pas? Pour moi, l'un des développements les plus alarmants de ces derniers temps est le sentiment que l'Occident a perdu sa capacité à formuler une stratégie, que ses impératifs politiques à court terme ont tout simplement réduit l'espace pour une réflexion à long terme. C'est ce sentiment plus que toute autre chose, à mon avis, qui rend nos alliés anxieux et nos opposants convaincus que notre temps est révolu. Peut-être que ma génération de dirigeants a été naïve en pensant que les pays pouvaient être remodelés, ou peut-être que le remodelage aurait dû être plus longtemps. Mais nous ne devrions jamais oublier, alors que nous voyons les femmes afghanes dans les médias, la culture et la société civile, qui fuient maintenant en craignant pour leur vie, que nos valeurs sont toujours celles que les peuples libres choisissent. L'Iran condamne fermement l'assaut des talibans contre la vallée du Panjshir en Afghanistan, dernier foyer de la résistance au mouvement fondamentaliste islamiste afghan qui affirme en avoir pris le contrôle complet. Les nouvelles en provenance du Panjshir sont vraiment inquiétantes. L'assaut mené hier est fermement condamné, déclare le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, lors d'un point de presse à Téhéran. Les nouvelles en provenance du Panjshir sont vraiment inquiétantes. L'assaut mené hier est fermement condamné. Sur la question du Panjshir, j'ai insisté sur le fait qu'elle doit être résolue par le dialogue et en présence de tous les chefs traditionnels afghans. Les talibans doivent également respecter leurs obligations en vertu du droit international et leur engagement. Nous condamnons également toute ingérence étrangère dans les affaires afghanes. Nous voudrions informer nos amis et ceux qui pourraient commettre l'erreur stratégique d'entrer en Afghanistan avec les intentions différentes, que l'Afghanistan n'est pas un pays qui accepte l'ennemi ou l'agresseur. Le principal porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, déclare lors d'une conférence de presse qu'il ne tolérerait aucune insurrection après avoir affirmé avoir remporté la bataille de la vallée de Panjshir, dernier bastion de la résistance talibane. L'émirat islamique d'Afghanistan est extrêmement sensible à l'égard de toute personne, quelle que soit la région du pays, qui a recours à l'agitation, à l'insécurité ou à des actions menant à la guerre. Personne ne sera autorisé à agir contre la gouvernance de l'Afghanistan, le peuple ou nos intérêts. Les forces qui ont été formées précédemment doivent être recrutées à nouveau. La prochaine forme de gouvernement organisera tous les cadres qui ont été formés et ils seront rendus aux organisations de sécurité. Nous les leur demanderons. Parlons sport dans ce journal. Dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, le Mali a concédé ce lundi un match à l'extérieur 0-0 face à l'Ouganda. Avec 4 points, les Aigles sont toujours leaders de leur groupe. Plus de détails avec Amadou Tolo. Cette rencontre démarre avec une stratégie infernale des deux côtés sur une pelouse trempée d'eau. Chacune des deux équipes essaye de maîtriser l'entrejeu en procédant
par de longues balles sur une pelouse à la limite impraticable. À la 16e minute, les Ougandais obtiennent leur premier corner qui ne donne rien. Les Aigles poursuivent leur progression vers les attaquants. À la 33e minute, sur un coup franc de Falaye Sako, Moussa Doumbia voit sa reprise passer à côté. Réponse coup sur coup. 35e minute, l'Ouganda obtient un coup franc qui ne donne rien. À la 45e minute, Adama Traoré Malouda lobby partout que l'arbitre renvoie les deux équipes aux oranges. À peine la seconde période débute, l'Ouganda va à l'assaut des buts maliens. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne journée à toutes et à tous. Joliba Morning News.